Après la chute du Troisième Reich et le suicide d'Adolf Hitler, le monde entier s'est concentré sur les crimes du régime nazi. Mais peu de gens se sont demandé ce qui était arrivé à sa famille. Qu'est-il arrivé à ceux qui portaient le même sang? Sa sœur Paula changea son nom de famille en Wolf et vécut cachée dans une modeste maison près de Berchtesgaden, niant jusqu'au bout que son frère soit responsable de l'Holocauste. Son demi-frère Alois a essayé de reconstruire sa vie en tant que restaurateur, mais son nom de famille était une malédiction. Et son neveu William Patrick, qui allait combattre dans la marine américaine contre le régime nazi, s'exila à New York sous un autre nom, déterminé à effacer toute trace de ses origines. Qu'est-il arrivé à son sang? Qui furent les derniers porteurs de son nom? Pouvez-vous échapper au poids d'un héritage maudit? Les premières années d'Hitler, Adolf Hitler. Un nom qui évoque immédiatement des images de guerre, de destruction et de génocide. Cependant, avant de devenir l'architecte de l'un des régimes les plus abominables de l'histoire moderne, Hitler n'était qu'un autre enfant du vaste et fragmenté empire austro-hongrois. Son enfance, loin d'être marquée par l'extrême pauvreté ou l'abandon, se déroule dans un environnement de relative stabilité économique, quoique sous une pression familiale qui façonnera de manière décisive son caractère. Né le 20 avril 1889 dans le petit village de Braunau am Inn, près de la frontière allemande, Adolf Hitler est venu au monde dans un environnement qui préservait encore les traditions rurales du XIXe siècle. Sa famille appartenait à la classe moyenne inférieure, avec un niveau de vie sûr grâce à l'emploi de son père au service des douanes impériales. Une institution respectée qui garantissait un revenu stable et une certaine position sociale. Le père d'Adolf, Alois Hitler, n'était pas un homme facile. De caractère autoritaire et sévère, il représentait la figure paternelle rigide typique de l'époque. Sa personnalité cachait cependant un double visage. En public, il était perçu comme un homme poli et cordial. À la maison, il exerçait un contrôle strict sur sa famille, en utilisant des méthodes de discipline qui seraient considérées comme des abus aujourd'hui. En fait, comme la propre sœur d'Adolf, Paula Hitler, l'a raconté des années plus tard, son frère était souvent la cible favorite de la colère de son père, recevant des coups presque quotidiens en raison de son entêtement et de sa nature rebelle. Le nom de famille, Hitler, aujourd'hui tristement célèbre, n'était pas à l'origine celui de sa lignée. Le vrai nom de famille de son père était Schicklgruber. C'est à l'âge de 39 ans qu'Alois a demandé un changement pour adopter le nom de famille de son beau-père, Johann Georg Hitler, un processus qui a impliqué une modification orthographique incertaine et l'a transformé en Hitler. La véritable raison de ce changement reste un mystère historique, bien que certains suggèrent qu'il s'agissait d'un tenté de se présenter comme un homme plus respectable ou simplement de rendre la prononciation plus facile. La mère d'Adolf, Clara Pölzel, était une figure diamétralement opposée à son mari. De caractère doux et soumis, sa vie tournait autour du bien-être de sa famille. Clara, selon les documents et les témoignages, était probablement la cousine au second degré d'Alois, une relation qui nécessitait une dispense spéciale de l'Église catholique pour se marier. Cette union consanguine n'était pas inhabituelle dans ces régions rurales, où les familles avaient tendance à se marier entre elles pour préserver leurs biens et leurs relations. Adolf était l'un des 6 enfants issus du mariage, mais seuls lui et sa jeune sœur Paula ont survécu au-delà de la petite enfance. La mortalité infantile élevée était une cruelle réalité à cette époque, et les décès successifs de ses frères et sœurs ont imprimé à Hitler une familiarité précoce avec la perte et le deuil. La mort la plus tragique fut celle de son frère Otto, né en 1892, qui souffrait d'hydrocéphalie et mourut quelques jours après sa naissance. Certains experts pensent que cette tragédie personnelle a pu insuffler inconsciemment à Hitler certaines idées sur la pureté raciale et le rejet des handicaps. La relation entre Adolf et son père a toujours été conflictuelle. Alois souhaitait pour son fils une carrière sûre de fonctionnaire, tandis qu'Adolf rêvait de devenir artiste. Dès son plus jeune âge, il manifeste une passion intense pour le dessin et la peinture, passe-temps que son père juge inutile. Ce conflit de volonté alimenta le ressentiment et la rébellion du jeune Adolf, dont les frustrations grandissaient parallèlement à la détérioration de la santé d'Alois. La mort de son père en 1903, alors qu'Adolf n'avait que 14 ans, fut un tournant.
Libéré de la discipline de fer de son père, Hitler tenta de poursuivre sa vocation artistique en s'installant à Vienne, où il demanda son admission à la prestigieuse Académie des Beaux-Arts. Cependant, ses aspirations furent interrompues lorsqu'il fut rejeté à 2 reprises parce que ses dessins étaient considérés comme manquant de talent. Blessé dans son orgueil et sans direction claire, Hitler errait dans Vienne, survivant à peine, tandis que ses idées sur le nationalisme, l'antisémitisme et le ressentiment social commençaient à prendre forme. En revanche, son lien avec sa mère Clara était profondément affectueux. Elle représentait son seul refuge émotionnel. Lorsque Clara tomba gravement malade d'un cancer du sein en 1907, Hitler était à ses côtés et prit soin d'elle jusqu'à ses derniers instants. La mort de sa mère l'a tellement dévasté que, selon des témoins, il est tombé dans une profonde dépression. Selon les propres mots du médecin traitant de Clara, le docteur Eduard Bloch, un juif autrichien qui sera plus tard personnellement protégé par Hitler lui-même, « Je n'ai jamais vu personne plus dévasté par la mort d'une mère. » Le départ de Clara, Adolf Hitler se retrouve seul au monde, sans famille proche pour le soutenir émotionnellement, au-delà de sa jeune sœur Paula, dont la relation avec lui deviendra plus distante au fil des ans. Dans ce paysage de pertes précoces, de frustrations artistiques et d'isolement émotionnel croissant, la personnalité d'un homme a commencé à prendre forme qui, dans quelques décennies, serait connu non pas pour ses peintures, mais pour l'horreur qu'il déchaînerait sur le monde. Famille Schicklgruber, Hitler, secrets et scandales. Derrière chaque nom célèbre, aussi infâme soit-il, se cache un héritage familial souvent rempli de secrets, de conflits et de silences. Le nom de famille Hitler, qui résonne à travers l'histoire comme synonyme d'horreur, n'a pas toujours été ainsi. Et l'histoire de sa création, ainsi que celle de ceux qui l'ont porté, est un témoignage fascinant des origines obscures de l'une des figures les plus controversées du XXe siècle. L'histoire commence avec Maria Anna Schicklgruber, la grand-mère paternelle d'Adolf Hitler. C'était une paysanne de la classe inférieure du petit village de Straun, dans la région de Waldviertel en Autriche. En 1837, Maria Anna donne naissance à un enfant illégitime qu'elle nomme Aloïs. Le domaine était en proie à de nombreux ragots sur l'identité du père, mais les actes de naissance laissaient une trace vide. De cette origine incertaine émergera tout un arbre généalogique que, au fil du temps, certains tenteront de cacher. Pendant des décennies, Aloïs a porté le nom de famille de sa mère, Schicklgruber. Ce n'est que dans ces dernières années que, pour des raisons encore débattues, il demanda la légitimation de sa naissance par son beau-père, Johann Georg Hitler. Curieusement, ce n'est pas Hitler qui a signé les documents, mais un prêtre et 3 témoins. Plus tard, lors de l'enregistrement de son nom de famille, Aloïs a commis, ou peut-être choisi, une erreur de transcription. Hitler est devenu Hitler. Certains historiens suggèrent que ce changement n'était pas accidentel. À cette époque, avoir un nom de famille sonore, court et germanique pouvait ouvrir des portes au service des douanes impériales. Schicklgruber avait une consonance rurale, rude, associée aux paysans pauvres. Hitler semblait en revanche petit, militaire, autoritaire. Ainsi, bureaucratiquement, un nom est né destiné à rester scellé dans les annales les plus sombres de l'humanité. La jeunesse d'Aloïs Hitler fut marquée par sa quête de respect et d'ascension sociale. Il entre au service des douanes comme apprenti et, grâce à son ambition et à son dévouement, gravit les échelons jusqu'à devenir inspecteur. Cependant, sa vie personnelle était tout sauf exemplaire. Il s'est marié 3 fois et a eu d'innombrables relations extra-conjugales. Sa première épouse était Anna Glasselhöre, une femme âgée, malade et sans enfant. Après sa mort, Aloïs n'a pas perdu de temps. Il a épousé sa jeune amante Franziska Matzelsberger, qui était déjà enceinte. De ce mariage naquirent 2 enfants reconnus, Aloïs Hitler Jr. en 1882 et Angela Hitler en 1883. Le bonheur de cette nouvelle union fut de courte durée. Franziska mourut jeune de la tuberculose, laissant Aloïs à nouveau veuf. Sans tarder, il trouva du réconfort auprès de Clara. Pölzl, une jeune femme qui avait travaillé comme domestique dans sa maison et qui était également sa nièce au 2e degré, ou peut-être sa nièce directe, selon les interprétations des registres généalogiques.
La proximité du sang entre Aloïs et Clara n'est pas passée inaperçue. Ils avaient besoin d'une dispense papale pour se marier, une procédure qui démontre à quel point elle était nécessaire. Justifier cette union devant l'Église. En janvier 1885, le mariage fut finalement béni, bien que chargé de murmures et de rumeurs. Du mariage entre Aloïs et Clara, mais le destin sera cruel. Seuls Adolphe et Paula survivront à l'enfance. Les maladies et les conditions sanitaires de l'époque ont eu un lourd tribut, laissant une marque tragique sur le jeune Adolphe, ce qui, selon certains psychanalystes historiques, a pu influencer sa vision du monde dur et fataliste. La vie dans la famille Hitler était difficile. Aloïs, désormais plus âgé et de plus en plus colérique, reporta sa frustration sur ses enfants, en particulier sur Adolphe, qu'il était incapable de modeler selon sa vision rigide du devoir et de l'obéissance. Il y a eu de nombreuses fois où les voisins de Leonding, la ville où il vivait, ont commenté les cris et les coups qui provenaient de la maison familiale. En revanche, Clara était un baume pour ses enfants. On disait qu'Adolphe était particulièrement proche de sa mère, qu'il appelait affectueusement Adi. La perte prématurée de ses frères et sœurs, la violence de son père et son adoration pour sa mère furent les premières pièces du puzzle émotionnel complexe qui caractériserait Hitler dans sa vie d'adulte. Après la mort d'Aloïs en 1903, la famille se retrouve dans une situation financière précaire. Malgré la pension qu'il recevait, les difficultés commencèrent bientôt à se faire sentir. Adolphe tenta sans succès d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, tandis que Paula, encore enfant, resta sous la garde de sa mère jusqu'à sa mort en 1907. Pendant ce temps, les demi-frères et sœurs d'Adolphe ont suivi des chemins très différents. Aloïs Hitler Jr., Swing, son demi-frère aîné, était un jeune homme troublé. Il s'est rebellé contre son père, a quitté la maison à un jeune âge et, après avoir erré à travers l'Europe, a finalement émigré en Irlande, où il a épousé Bridget Dowling. Plus tard, il retournera en Allemagne, où sa relation avec son demi-frère Adolphe deviendra tendue et opportuniste. De son côté, Angela Hitler entretenait une relation plus étroite avec Adolphe. Durant les années d'ascension politique du futur Führer, Angela travailla pour lui à la résidence Berghof. Et bien que leur lien fût éclipsé par la tragédie de sa fille Geli, elle continua d'avoir accès au cercle restreint du pouvoir nazi jusqu'au milieu des années 3090. Tout aussi intrigante est la rumeur selon laquelle la famille d'Hitler serait d'origine juive. Une théorie prétendait que son grand-père paternel était un juif nommé Leopold Frankenberger, mais les historiens modernes le rejettent presque unanimement. Il n'existe aucune preuve documentaire sérieuse et, à l'époque de la naissance d'Aloïs, les Juifs avaient déjà été expulsés de cette région d'Autriche. Pourtant, la simple existence de cette rumeur illustre à quel point était complexe et raréfiée la perception de la généalogie de l'homme qui allait plus tard guider l'idéologie de la pureté raciale. L'arbre généalogique d'Hitler est donc un portrait miniature de l'Europe centrale de l'époque, rurale, pleine de secrets, de luttes pour l'ascension sociale, de morts prématurées et d'un lourd héritage émotionnel. Rien dans cette lignée n'avait anticipé la tempête que l'un de ses descendants allait déclencher sur le monde. Chaque tragédie, chaque ambition frustrée, chaque silence tacite dans cette famille constituerait, d'une certaine manière, le terreau fertile d'un futur dictateur. Paula Hitler, la sœur silencieuse. Au milieu du chaos et de l'horreur qui entoure le nom d'Hitler, il y a une figure qui est restée dans l'ombre de l'histoire. Paula Hitler, la sœur cadette du dictateur. Sa vie, presque inconnue du grand public, fut un chemin de discrétion, de résignation et d'une loyauté difficile à comprendre. Une femme qui, bien que liée par le sang à l'un des hommes les plus détestés de l'humanité, a choisi de rester à l'écart, observant les grands événements de son époque depuis un coin presque invisible. Paula Hitler est née le 21 janvier 1896 à Haffeld, en Autriche, 7 ans après Adolf Hitler. Elle était la dernière fille d'Aloïs Hitler et de Clara Pölzl, qui avaient déjà perdu plusieurs jeunes enfants. Depuis sa naissance, Paula représentait un petit espoir pour ses parents, notamment pour Clara, qui déversait sur elle son amour maternel avec une tendresse renouvelée. Enfant, Paula a été témoin d'un foyer marqué par la tension et la sévérité. Son père, désormais âgé, était encore plus autoritaire et moins patient que lorsqu'il avait élevé ses autres enfants.
Son frère aîné, Adolf, était une figure imposante pour elle, quelqu'un qu'elle considérait non seulement comme un frère, mais presque comme une seconde figure paternelle dans sa jeunesse. Les souvenirs d'Adolf que Paula garde pendant son enfance sont rares mais révélateurs. Dans l'un des rares témoignages qui ont survécu à la guerre, Paula raconte « Quand on jouait au pot rouge, mon frère Adolf était toujours le chef. Tous les autres faisaient ce qu'il disait. Sa volonté était plus forte que la nôtre. » Ces mots, bien que simples, résument une caractéristique cruciale du futur dictateur. Son besoin instinctif de leadership, sa détermination à imposer sa volonté dès son plus jeune âge. L'enfance de Paula a été inévitablement marquée par des tragédies familiales. À l'âge de 7 ans, il subit la perte de son père. Et seulement 4 ans plus tard, en 1907, sa mère, Clara, meurt d'un cancer du sein. Pour Paula, cette double perte a été dévastatrice. Adolf, qui essayait déjà à cette époque de s'établir à Vienne, s'éloigna de sa sœur et les liens entre eux commencèrent à se refroidir. Après la mort de sa mère, Paula vécut quelque temps chez divers parents et amis, tandis qu'Adolf errait à Vienne puis à Munich, essayant sans succès de se faire une place en tant qu'artiste. Les lettres entre les frères sont peu nombreuses et peu affectueuses. La séparation géographique et émotionnelle semblait insurmontable. C'est en 1921, après plus d'une décennie d'éloignement, que les frères se retrouvent. À cette époque, Adolf Hitler était déjà un agitateur politique en plein essor, chef du jeune parti national-socialiste des travailleurs allemands. Cependant, leur relation n'est plus jamais devenue intime. Adolf voyait Paula davantage comme un risque potentiel que comme une alliée. Il craignait que son existence publique puisse être exploitée par ses ennemis politiques. En 1930, il conseilla à sa sœur de changer son nom de famille en Wolf, un pseudonyme qu'il utilisait lui-même occasionnellement pour la protéger d'une attention indésirable. Paula a accepté et a travaillé sous ce nom depuis lors dans divers bureaux et compagnies d'assurance. À l'apogée du régime nazi, Paula menait une existence discrète. Il n'a pas participé à la politique, n'a pas occupé de fonctions publiques et n'a bénéficié d'aucun privilège notable. Il vivait modestement avec des emplois de bureau qui lui permettaient à peine de survivre. Il a néanmoins maintenu des contacts sporadiques avec son frère et il ne fait aucun doute qu'il a continué à ressentir une certaine loyauté personnelle à son égard. Le point de rupture dans leur relation est survenu en 1941. Paula informa Adolf qu'elle était fiancée à un officier de l'armée, Ernst Wigeles. Pour la jeune femme, c'était l'occasion d'échapper à la solitude et de fonder une famille. Cependant, Hitler, obsédé par le contrôle de l'image de sa famille, interdit le mariage. Il ordonna l'arrestation de Wigeles et son envoi sur le front de l'Est, où il trouverait la mort dans un camp de prisonniers soviétiques. Cet acte a brisé à jamais toute affection que Paula aurait pu ressentir pour son frère. Bien qu'il n'y ait pas eu de rupture publique ni de déclaration de dissidence, Paula ne lui a jamais pardonné en privé. Lorsque le Troisième Reich tombe en 1945, Paula est arrêtée par les forces américaines. Elle a été arrêtée, interrogée et ses biens ont été confisqués. Lors de son interrogatoire, il a défendu la mémoire d'Adolf, affirmant qu'il ne pouvait pas croire que son frère ait ordonné des atrocités comme l'Holocauste. Selon ses propres termes, « Je ne pouvais pas le concevoir ». Les Alliés, considérant que Paula n'avait pas joué de rôle actif dans les crimes du régime, l'ont libérée. Sans ressources, sans famille et accablée par son nom de famille, Paula retourne à une vie modeste, d'abord à Vienne, puis dans différentes villes allemandes. Il a survécu grâce à de petits travaux administratifs et à la charité d'amis qui sympathisaient avec sa situation. Finalement, en 1952, il s'installe à Berchtesgaden, la même région où son frère avait eu sa retraite alpine. Paula Hitler décède le 1er juin 1960, dans l'anonymat le plus total, sous le nom de Paula Wolf. Elle fut enterrée dans un cimetière discret, sans monument ni honneur, emportant avec elle des secrets qu'elle n'a jamais pleinement révélés. Sa vie témoigne de la façon dont un nom de famille peut être un fardeau insupportable. Bien qu'elle n'ait commis aucun crime et qu'elle n'ait pas activement défendu le régime, le fardeau d'être la sœur d'Hitler lui a refusé toute possibilité d'une existence normale. Comme une ombre silencieuse dans l'histoire, Paula Hitler représente une figure tragique et oubliée, prise entre l'amour fraternel, la déception et l'horreur.
parfait. Continuons donc, en entrant maintenant dans l'histoire des demi-frères et sœurs d'Hitler, des personnages qui ajoutent des nuances encore plus troubles à cette histoire familiale. Les demi-frères et sœurs, Alois Jr. et Angela. Adolf Hitler n'était pas enfant unique, même au sein de sa famille immédiate. Avec sa sœur Paula, Adolf partageait des liens de sang, bien que plus éloignés, avec deux demi-frères et sœurs nés des précédents mariages de son père Alois, Alois Hitler Jr. et Angela Hitler. L'histoire de ces deux personnages, marqués par l'ambition, la tragédie et la distance émotionnelle, offre une fenêtre fascinante sur l'environnement familial qui entourait le futur Führer. Alois Hitler Jr. est né en 1882, fruit du second mariage de Alois Sr. avec Franziska Matzelsberger. Depuis son enfance, Alois Jr. était une source constante de problèmes. Rebelle, indiscipliné et doté d'un tempérament instable, il n'a jamais réussi à répondre aux attentes strictes de son père. La relation entre le père et le fils s'est rapidement détériorée. Pour Alois Jr., le foyer familial, marqué par une discipline rigide et une autorité absolue, était une prison insupportable. Il a rapidement quitté la maison à l'adolescence, coupant pratiquement tous les liens avec sa famille. Sa vie ultérieure fut errante. Il a travaillé comme serveur et cuisinier dans différentes villes autrichiennes et allemandes. Dans sa quête d'indépendance et de fortune, Alois Jr. a finalement émigré au Royaume-Uni au début du XXe siècle. C'est là qu'il rencontre Bridget Dowling, une jeune Irlandaise de bonne famille, qu'il épouse en 1909 sans l'approbation de son père ni de la famille de la jeune femme. En 1911, Bridget donne naissance à William Patrick Hitler, le fils qui, des décennies plus tard, ébranlera les fondements de l'héritage familial. Cependant, l'union d'Alois Jr. et Bridget fut brève et orageuse. Alois abandonna sa femme et son fils pendant la Première Guerre mondiale, retournant en Allemagne où il reconstruisit sa vie, cette fois avec une autre femme, Hedwig. Heidemann, avec qui elle eut un autre fils, Heinz Hitler, né en 1920. Durant les années d'accession au pouvoir de son demi-frère Adolf, Alois Jr. a tenté de profiter de sa parenté. Il a établi un restaurant de luxe à Berlin, fréquenté par des membres du parti nazi, utilisant discrètement le prestige de son nom de famille, tout en prenant soin de ne pas trop attirer l'attention du public. Après l'effondrement du Troisième Reich, Alois Jr. a su se déplacer intelligemment. Il a changé son nom de famille en Hiller, une modification à peine perceptible mais efficace, et a évité de graves conséquences juridiques. Il vécut tranquillement à Hambourg jusqu'à sa mort en 1956, un décès ennuyeux pour un homme dont la vie a été marquée par l'opportunisme et l'éloignement familial. L'histoire de Angela Hitler, née en 1883, est différente, marquée par une proximité initiale avec Adolf, qui, cependant, finira également par être gâchée par des tragédies personnelles et une méfiance mutuelle. Angela était la fille d'Alois Hitler et de Franziska Matzelsberger, comme Alois Jr. Contrairement à son frère, Angela a maintenu une vie relativement stable dans sa jeunesse. Elle a épousé Leo Robal Sr. en 1903, avec qui elle a eu 3 enfants, Leo Jr., component de placement Angela Maria, Gélie Robal et Elfriede Raubal. La stabilité d'Angela fut brisée en 1910 par la mort prématurée de son mari. En tant que veuve, elle a travaillé dur pour subvenir aux besoins de ses enfants. La figure d'Angela allait gagner en importance des années plus tard, lorsque son demi-frère Adolf commença son ascension politique fulgurante en Allemagne. Dans les années 1920, Adolf, désormais chef du NSDAP, cherchait à s'entourer de personnes en qui il avait une confiance totale. Angela a été appelée à travailler à la résidence Berghof, la retraite alpine d'Hitler en Bavière. Là, il supervisait la cuisine, le nettoyage et les tâches ménagères, s'assurant que l'environnement privé du Führer était exempt d'éléments indésirables. Ce lien familial n'était pas seulement pratique. Adolf faisait plus confiance à Angela qu'à la plupart de ses collaborateurs politiques. Cependant, cette relation a subi un coup irréparable avec la tragédie de Gélie, Robal, la fille d'Angela. Gélie, jeune, séduisante et intelligente, devint l'objet d'une profonde affection et peut-être d'une passion morbide de la part de son oncle Adolphe.
Sa mort, en 1931, officiellement déclarée suicide, a laissé des cicatrices indélébiles sur Angela et Adolf. Angela a blâmé son demi-frère pour la pression et le contrôle étouffant qu'il avait exercé sur Jelly, bien qu'elle ne l'ait jamais dénoncé publiquement. Après l'épisode Jelly, Angela s'est éloignée du cercle intime d'Adolf. En 1936, elle se remarie, cette fois avec un architecte nommé Martin Amitsch, et se retire de la vie politique et publique. Il a vécu le reste de sa vie dans une relative obscurité. Il meurt en 1949, 4 ans seulement après la fin de la guerre, dans une Allemagne détruite et divisée. Les destins d'Alois Jr. et d'Angela Hitler illustrent 2 chemins différents qui partent de la même origine. Alois a cherché à exploiter son nom de famille de manière opportuniste et égoïste, sans parvenir à développer un lien authentique avec son demi-frère plus célèbre. Angela, en revanche, était plus proche d'Adolf émotionnellement, jusqu'à ce qu'une tragédie personnelle la force à se retirer et à vivre avec le poids d'un passé qu'elle ne pouvait plus changer. Dans les 2 cas, comme pour tant de membres de la famille Hitler, le nom de famille qu'ils partageaient est devenu une malédiction, un rappel constant d'un héritage impossible à purifier ou à ignorer. William Patrick Hitler, le neveu rebelle. Histoires les moins connues, mais les plus fascinantes entourant Adolf Hitler, la vie de son neveu se démarque, William Patrick Hitler. Un homme qui, dans un retournement de situation presque digne d'un roman tragique, non seulement s'est éloigné du dictateur, mais a fini par le combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur histoire est celle d'une rébellion familiale inhabituelle, marquée par l'opportunisme, la déception et finalement la confrontation directe. William Patrick Hitler est né le 12 mars 1911 à Liverpool, en Angleterre. Son père était Alois Hitler Jr., Zrenia le demi-frère d'Adolf Hitler, et sa mère était Bridget Dowling, une jeune Irlandaise de bonne famille. William grandit dans un milieu modeste mais respectable, loin de l'influence directe de son oncle. Durant son enfance, Adolf Hitler n'était pas encore un personnage historique. Il s'agissait simplement de l'oncle Adolf, un parent éloigné vivant en Autriche dont le nom résonnait à peine aux oreilles d'un jeune Britannique. Cependant, tout a changé dans les années 1920, lorsque Adolf Hitler a commencé à s'élever dans la politique allemande. Poussé par la nouvelle croissante de la notoriété de son oncle, et peut-être aussi par la promesse d'opportunité, William Patrick s'installa en Allemagne en 1933, peu de temps après la nomination d'Hitler au poste de chancelier. Au début, il cherchait à tirer profit de son nom de famille. Grâce à ses liens de parenté, il a réussi à obtenir divers emplois bien rémunérés dans des banques, des usines automobiles et des entreprises affiliées au régime nazi. Adolf, bien que méfiant, accepta d'abord de l'aider, craignant qu'un scandale familial puisse être utilisé contre lui par ses ennemis politiques. Cependant, elle s'est vite rendue compte que William était ambitieux et imprévisible. Lorsque Guillaume se rendit compte que les opportunités qui lui étaient offertes en Allemagne n'étaient pas suffisantes pour son ambition, il recourut au chantage. Il a menacé son oncle de révéler des détails embarrassants sur sa famille et son passé s'il n'obtenait pas de meilleurs postes ou plus d'argent. Hitler, furieux et méfiant, élabora un plan. Il lui offrit un poste de plus grande responsabilité s'il renonçait à sa citoyenneté britannique. William, sentant un piège, refusa. Il craignait qu'une fois qu'il aurait perdu la citoyenneté britannique, il serait piégé en Allemagne sous le contrôle de son oncle. Voyant que sa position devenait dangereuse, il fuit l'Allemagne en 1938 et retourne en Angleterre. À partir de là, il a tenté de capitaliser sur l'histoire de sa famille en écrivant des articles de journaux tels que « Pourquoi est-ce que je déteste mon oncle ?» et donnant des conférences publiques dans lesquelles il racontait son expérience personnelle avec le régime nazi. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, William Patrick se trouvait dans une situation particulière. Il était britannique, fils d'un Allemand et neveu du plus grand ennemi de la Grande-Bretagne. Il n'était ni le bienvenu ni digne de confiance en Angleterre et il craignait pour sa sécurité. En 1939, avec sa mère, il émigre aux États-Unis, cherchant à commencer une nouvelle vie. En Amérique, William décide de prendre une décision radicale. Il demande au président Franklin D. Roosevelt la permission de s'enrôler dans l'armée américaine et de combattre son propre oncle. Dans un geste de confiance et de propagande, Roosevelt approuva la demande. William Patrick Hitler s'est enrôlé dans la marine américaine en 1944. Il a servi avec honneur pendant la guerre,
participant à des campagnes dans le théâtre du Pacifique. Durant son service, il fut blessé et reçut la prestigieuse Purple Heart, décoration décernée aux soldats blessés au combat. À la fin de la guerre, William se rendit compte qu'il ne pouvait pas vivre avec le nom de famille Hitler aux États-Unis. La simple mention du nom évoquait la haine et la suspicion. Il a légalement changé son nom en William Patrick Stuart Houston, tentant ainsi de laisser derrière lui le lourd héritage de son sang. Il s'installe à Patchogue, une petite ville de Long Island, New York, où il mène une vie tranquille et discrète. Il épousa une Allemande nommée Phyllis, et ensemble ils eurent 4 fils, Alexander, Louis, Howard et Brian. Curieusement, ses descendants ont vécu dans un anonymat complet, refusant d'être interviewés ou d'apparaître en public. En fait, pendant des années, une rumeur a circulé selon laquelle les enfants de William avaient accepté de ne pas avoir d'enfants afin que la lignée d'Hitler s'éteigne volontairement. Bien que jamais officiellement confirmé, le pacte fait partie des légendes modernes entourant cette branche de la famille. William Patrick Hitler est décédé en 1987, à l'âge de 76 ans, après une vie marquée par sa tentative de se racheter du fardeau de son nom de famille. Sa vie est un puissant témoignage que même au sein de la famille la plus infâme, une étincelle de résilience peut émerger. Alors qu'Adolf Hitler a laissé un héritage de mort et de destruction, Guillaume, son neveu, a choisi une autre voie, lutter contre la tyrannie et tenter de construire une vie digne dans un monde libre. Au milieu de l'ombre menaçante du nazisme, William Patrick était, en quelque sorte, une lumière de rébellion silencieuse. Un rappel que le sang ne détermine pas toujours le destin. Gélie Robal, l'amour interdit. S'il y a un épisode dans la vie personnelle d'Adolf Hitler qui est teinté de mystère, d'obsession et de tragédie, c'est sans aucun doute sa relation avec Gélie Raoubal. Cette histoire, souvent négligée dans les grands récits de la Seconde Guerre mondiale, offre un aperçu intime et profondément troublant du caractère du futur dictateur. Angela Hitler, la demi-sœur d'Adolf, a eu 3 enfants de son mariage avec Léo Robal M. Parmi eux, Angela s'est distinguée Marie Robal, dit Gélie, née en 1908. Depuis son enfance, Gélie était décrite comme une jeune femme vive, intelligente, dotée d'un caractère fort et d'une grande beauté, des attributs qui ne passaient pas inaperçus auprès de son célèbre oncle. Lorsque Adolf Hitler commença à gagner en notoriété dans les cercles politiques munichois dans les années 20, il décida qu'il était de son devoir personnel de superviser l'éducation de Gélie. En 1925, après la mort de son père, Gélie déménagea vivre avec Adolf dans son appartement de la ville bavaroise, officiellement pour étudier la médecine à l'université de Munich. Cependant, sa vie là-bas était loin d'être celle d'une jeune étudiante normale. Adolf, qui avait déjà une structure solide au sein du Parti national-socialiste, exerçait un contrôle absolu et strict sur Gélie. Il l'isolait du monde extérieur, surveillait ses amitiés, interdisait certains contacts et réglementait son comportement presque comme s'il s'agissait de sa propriété privée. Il ne s'agissait pas simplement d'un contrôle protecteur. C'était obsessionnel, possessif et émotionnellement étouffant. Les rumeurs sur la nature de leur relation se sont rapidement répandues. Beaucoup de personnes dans le cercle intime du Führer pensaient qu'Adolf était profondément amoureux de sa nièce, un amour qui n'était pas nécessairement platonique. Il existe des documents selon lesquels il a interdit à Gélie d'avoir des petits amis, qu'il l'accompagnaient partout et qu'il a même interrompu toute relation amoureuse potentielle qu'elle essayait d'entamer. En public, Hitler qualifiait Gélie de « trésor », et elle, bien que bénéficiant de certains privilèges matériels, semblait de plus en plus désespérée d'échapper à cette prison dorée. La tragédie a frappé le 18 septembre 1931. Gélie Robal a été retrouvé mort dans l'appartement d'Hitler à Munich avec une blessure par balle à la poitrine. L'arme appartenait à Adolf. Les autorités ont rapidement classé l'affaire, déclarant qu'il s'agissait d'un suicide, même si les circonstances étaient et restent très suspectes. Certains témoins ont affirmé que de violentes disputes avaient été entendues entre Adolf et Gélie quelques jours avant sa mort. D'autres ont affirmé que Gélie prévoyait de fuir à Vienne pour épouser un jeune musicien, ce qu'Hitler n'aurait jamais toléré. La rapidité avec laquelle l'enquête a été clôturée, associée à l'influence politique croissante d'Hitler, a alimenté les rumeurs d'une dissimulation. D'autres versions affirment que Gélie aurait été assassinée dans un accès de rage ou que, poussée à bout par l'oppression psychologique, elle se serait suicidée.
Quelle que soit la vérité, l'impact sur Hitler fut dévastateur. Pendant des semaines, Hitler tomba dans une profonde dépression. Il s'est retiré de la vie publique, a pleuré inconsolablement et beaucoup de ses proches ont affirmé qu'il n'était plus jamais le même. Ses relations avec les femmes après Geli, en particulier avec Eva Braun, furent marquées par une froideur émotionnelle, une incapacité à établir des liens émotionnels sains. Pour Hitler, Geli représentait plus qu'une simple nièce ou un amour interdit. Elle était l'incarnation d'un idéal inaccessible de pureté, de beauté et de jeunesse immaculée qui, une fois perdu, le laissait émotionnellement stagnant. Curieusement, même dans ses derniers jours dans le bunker de Berlin en 1945, alors que le monde qu'il avait construit s'effondrait autour de lui, Hitler gardait sur son bureau un portrait de Geli Raubal. Même la présence d'Eva Braun, qu'il épouserait quelques heures avant son suicide, ne pourrait remplacer cette figure perdue dans sa mémoire. L'histoire de Geli Raubal est l'un des épisodes les plus sombres de la vie d'Hitler, car il révèle le côté intime de sa personnalité. Son obsession, son besoin malsain de contrôle, son incapacité à accepter l'indépendance des autres et les germes de la violence destructrice qu'il appliquerait plus tard à l'échelle mondiale. Geli fut la première victime de ce caractère implacable, et sa mort, bien qu'éclipsée par les horreurs à venir, marque l'un des moments les plus critiques dans la formation du monstre qu'Hitler allait finalement devenir. Un amour interdit, une vie brisée, une tragédie qui, d'une certaine manière, préfigurait la catastrophe qu'Adolf Hitler allait déclencher sur le monde entier. Eva Braun, le dernier compagnon. Si dans l'histoire d'Adolf Hitler, Geli Raubal représente l'amour obsessionnel de la jeunesse, Eva Braun personnifie la compagnie résignée des dernières années sombres. Sa figure, souvent réduite à celle d'une ombre superficielle derrière le dictateur, mérite d'être analysée dans toute sa complexité. Elle n'était pas simplement une amante, mais une femme prise entre le fanatisme, la loyauté et un besoin désespéré d'affection. Eva Anna Paula Braun est née le 6 février 1912 à Munich, dans une famille aisée de la classe moyenne. Son père, instituteur, et sa mère, femme au foyer, lui ont donné une éducation conventionnelle. Jeune femme, Eva rêvait d'une vie pleine de glamour. Elle aimait la photographie, la mode et les magazines de cinéma. Il aspirait à une existence très différente de la réalité monotone de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. À seulement 17 ans, elle commence à travailler comme assistante et modèle pour Heinrich Hoffmann, le photographe officiel du parti nazi. C'est dans l'atelier d'Hoffmann qu'elle rencontre pour la première fois Adolf Hitler, un homme de 23 ans son aîné et déjà une figure importante de la politique allemande. Dès le début, la relation était déséquilibrée. Hitler, marqué par le traumatisme de la mort de Geli Raubal, a maintenu une distance émotionnelle considérable. Pour Eva, cependant, Hitler était fascinant, un homme puissant et charismatique qui promettait une vie différente de tout ce qu'elle avait connu. La relation s'est développée dans l'ombre. Hitler, soucieux de son image publique, a fait de grands efforts pour garder sa vie privée hors des projecteurs. Se présenter comme un homme marié uniquement à l'Allemagne faisait partie de sa construction politique. Pour cette raison, Eva Braun a vécu des années de solitude dans un étrange limbe. Elle était sa partenaire en privé, mais ne pouvait pas être officiellement reconnue. Cette marginalisation émotionnelle a eu un prix dévastateur. En 1932, 3 ans seulement après leur rencontre, Eva a tenté de se suicider en se tirant une balle dans la poitrine. Ce n'était pas une tentative fatale, mais le message était clair. La jeune femme était prête à tout pour être prise en compte. Hitler, loin de la repousser, a renforcé son lien avec elle après l'incident. Il lui a accordé un certain nombre de privilèges, accès au Berghof, attention personnelle et cadeaux coûteux. Mais il a continué à la tenir à l'écart de la sphère publique. Eva Braun comprend alors que, pour rester aux côtés d'Hitler, elle doit accepter un rôle subalterne et clandestin. La relation s'est installée selon un schéma particulier. Eva s'est installée dans la résidence Berghof où elle a profité de certains luxes et de la compagnie d'un petit cercle d'amis dont beaucoup étaient membres de l'entourage personnel d'Hitler. Il passait ses journées à prendre des photos, à faire du vélo, du ski et à participer à de petits événements sociaux soigneusement orchestrés. Sa vie, bien que matériellement confortable, fut marquée par un profond isolement émotionnel. Hitler lui rendait visite de manière irrégulière, plus préoccupé par les affaires de l'État et la guerre que par sa relation amoureuse. En 1935, Eva tente à nouveau de se suicider, cette fois en prenant une surdose de somnifères.
Elle survécut encore une fois et Hitler renforça encore une fois son engagement informel envers elle, s'assurant que sa loyauté ne faiblit pas. Malgré ces épisodes, Eva Braun n'est jamais intervenue en politique. Il n'a pas participé aux décisions, aux réunions ou aux complots du régime. Elle est restée dans son rôle de compagne silencieuse, complètement éloignée de la terreur que le régime nazi avait déchaînée en Europe. Alors que la guerre progressait et que le Troisième Reich commençait à s'effondrer, Eva resta fidèle à Hitler. Lorsqu'il devint clair que la défaite était inévitable, elle décida de le rencontrer dans le bunker de la chancellerie, au cœur de Berlin. Là, dans une atmosphère oppressante, entourée par l'imminence de la défaite, Hitler et Eva se marièrent le 29 avril 1945 lors d'une cérémonie austère et presque désespérée. Après le mariage, ils ont partagé un modeste repas de mariage avec leurs amis les plus proches. Le 30 avril 1945, un jour seulement après leur mariage, Adolf Hitler et Eva Braun mettent fin à leur jour. Hitler s'est tiré une balle dans la tête, tandis qu'Ève a choisi de s'empoisonner avec du cyanure. Leurs corps furent brûlés dans le jardin de la chancellerie pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains de l'ennemi. La mort d'Eva Braun était la conclusion inévitable d'une vie vécue dans l'ombre d'un monstre. Son existence, marquée par le sacrifice de son identité, de sa liberté et de son bonheur personnel, est l'une des plus tragiques parmi les personnages secondaires du drame du Troisième Reich. C'était une femme qui aimait un homme, pas nécessairement pour ses idéaux, mais pour son pouvoir et son magnétisme personnel. Et pour cet amour, il a payé le prix le plus élevé possible, l'annulation de sa vie individuelle et finalement sa mort. Dans les années qui suivent la guerre, la figure d'Eva Braun fera l'objet de multiples interprétations. Pour certains, celle d'une victime naïve, pour d'autres, un complice silencieux. Quoi qu'il en soit, son histoire démontre que le cercle intime d'Hitler était composé non seulement d'hommes puissants, mais aussi d'âmes prises dans la toile du fanatisme et de la soumission. Les descendants perdus, Otto, Heinz et Leo Robal. Lorsqu'on parle de la famille d'Adolf Hitler, l'accent est souvent mis sur des personnages comme sa sœur Paula ou son neveu William Patrick. Il existe cependant d'autres noms moins connus, des proches qui, bien que beaucoup moins célèbres, ont également été emportés par les courants dévastateurs du XXe siècle, Otto Hitler, Heinz Hitler et Leo Robal. Junior, 3 vies différentes, 3 destins tragiques qui éclairent d'autres facettes du sombre héritage familial. Otto Hitler est peut-être le membre le plus tragiquement éphémère de l'arbre généalogique hitlérien. Il est né en 1892, fruit du mariage entre Alois Hitler et Clara Pölzl. Cependant, Otto est venu au monde souffrant d'hydrocéphalie, une grave malformation congénitale qui, à cette époque, était presque toujours une condamnation à mort précoce. Le petit Otto n'a vécu que 6 jours. Son existence est presque une note de bas de page dans l'histoire de la famille, mais sa mort n'a pas été anodine. La tragédie a laissé une profonde blessure émotionnelle chez Clara, la mère d'Adolf, qui avait déjà subi d'autres pertes dans son enfance. Pour Adolf, qui n'avait que 3 ans à l'époque, l'impact est difficile à mesurer. Certains historiens pensent que cette confrontation précoce avec la maladie et la mort a pu influencer inconsciemment ses opinions ultérieures sur la pureté raciale et son mépris absolu pour les personnes souffrant de handicaps physiques et mentaux. Des programmes d'euthanasie contre les handicapés dans le cadre de la politique appelée Action T4, qui justifiait l'élimination des vies indignes d'être vécues. Une ironie macabre, sachant que son propre jeune frère avait été une victime naturelle des conditions mêmes qu'il allait plus tard condamner systématiquement à mort. Otto Hitler, l'enfant oublié, est en quelque sorte le premier témoin silencieux d'un fanatisme encore en gestation. Heinz Hitler, né en 1920, était le fils de Alois Hitler Jr. et de sa seconde épouse, Hedwig Heidemann. Contrairement à son demi-frère William Patrick, qui renonça à ses liens familiaux, Heinz était un fervent partisan de son oncle Adolf. Formé dans des écoles d'élite destinées à former la future génération de dirigeants nazis, Heinz est devenu le neveu modèle du régime. Il était discipliné, pieux et un fervent partisan de l'idéologie nationale-socialiste. Avec l'arrivée de la guerre,
Heinz rejoint la R, l'armée régulière allemande, en tant qu'officier des transmissions. Il a participé à l'opération Barbarossa, l'invasion allemande de l'Union soviétique en 1941, l'une des campagnes les plus brutales de l'histoire militaire. Cependant, sa loyauté n'a pas assuré sa survie. En 1942, lors d'une mission sur le front de l'Est, Heinz est capturé par les forces soviétiques. Dans les camps de prisonniers de guerre soviétiques, où les conditions étaient inhumaines, Heinz a subi des mauvais traitements et des tortures. Selon les archives, il est décédé peu de temps après sa capture, à l'âge de 22 ans. La version officielle parle de décès dû à une maladie ou à de mauvais traitements, même si les circonstances exactes restent incertaines. Ainsi prit fin la vie d'un jeune homme qui avait pleinement adhéré à l'idéologie nazie. Sa mort, aux mains de ceux que son oncle avait déclarés ennemis mortels, est un autre triste tournant dans l'histoire de la famille Hitler. Leo Robal Jr., né en 1906, était le fils d'Angela Hitler, la demi-sœur d'Adolf, et de Leo Robal M. Contrairement à Heinz ou William Patrick, Leo était apolitique, un universitaire dévoué, travaillant comme professeur de chimie dans la ville de Salzbourg avant le déclenchement de la guerre. Cependant, sa situation familiale l'a inévitablement rattrapé. Alors que la guerre s'étend, Léo est appelé sous les drapeaux en 1939, comme beaucoup de jeunes hommes de sa génération. Il a servi dans la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, en tant qu'officier technique. Son destin allait prendre un tournant dramatique en janvier 1943, lors de la bataille de Stalingrad, l'un des affrontements les plus sanglants de la Seconde Guerre mondiale. Là, Léo fut blessé et plus tard capturé par l'armée rouge. Au cours de l'interrogatoire, son identité et sa relation avec Adolf Hitler ont été révélées, même si elles n'ont initialement fait que peu d'impression sur ses ravisseurs. Les Soviétiques ont plus tard réalisé l'intérêt potentiel de propagande que représentait la détention du neveu du Führer comme prisonnier. Un échange de prisonniers fut même proposé. Léo Robal, en échange de Yakov Djougachvili, le fils de Joseph Staline, qui avait également été fait prisonnier par les Allemands. Staline, cependant, rejeta catégoriquement l'échange, déclarant froidement « Je n'échange pas des soldats contre des généraux ». Ainsi, Léo Robal Jr. s'est retrouvé piégé dans le système du goulag soviétique, passant plus de 12 ans dans des conditions inhumaines. Il ne sera libéré qu'en 1955, après une amnistie générale pour les prisonniers de guerre. Il est sorti des camps de travail profondément affaibli physiquement et mentalement. Léo passa ses dernières années en Autriche, menant une vie discrète, loin de la politique. Il meurt en 1977, victime de complications liées à la tuberculose contractée au goulag. 3 noms, 3 histoires oubliées. Otto, Heinz et Léo représentent les petites tragédies au sein de la grande tragédie. Ils n'étaient pas des personnalités publiques, ils n'ont pas signé de traité et n'ont pas commis d'atrocités. Cependant, leur vie a été irrémédiablement marquée par le poids d'un nom de famille qui les liait à une catastrophe historique qu'ils n'avaient pas choisie. On y voit le côté humain de l'histoire, les proches des monstres, souvent pris au piège sans échappatoire entre la stigmatisation, le fanatisme et la destruction. Un Hitler juif, mythe et réalité. Peu de rumeurs ont persisté avec autant de force dans l'histoire moderne que la théorie selon laquelle Adolf Hitler, l'architecte de l'antisémitisme systématique le plus dévastateur du XXe siècle, avait des origines juives. Le paradoxe est tentant, l'homme qui a perpétré l'Holocauste aurait-il pu avoir du sang juif? Au fil des décennies, cette hypothèse a été débattue, étudiée et, dans une large mesure, discréditée. Mais son existence même révèle autant les angoisses du passé que la complexité des origines familiales d'Hitler. La version la plus connue de cette théorie soutient que le grand-père paternel d'Hitler était un juif nommé Leopold Frankenberger, résidant à Graz, dans la région de Styrie, en Autriche. Selon ce récit, Maria Anna Schicklgruber, la grand-mère paternelle d'Hitler, aurait travaillé comme domestique dans la maison de la famille Frankenberger et serait tombée enceinte d'un jeune membre de cette famille. L'histoire a gagné en popularité grâce au témoignage de Hans Frank, l'un des juristes nazis les plus proches d'Hitler, qui, dans ses aveux avant d'être exécuté à Nuremberg, a affirmé avoir enquêté sur les origines du Führer et découvert ce lien possible. Cependant, les preuves historiques solides pour étayer cette affirmation sont, au mieux, inexistantes. Premièrement,
À l'époque où Maria Anna Schicklgruber aurait conçu Alois, le futur père d'Hitler, il n'existait aucune preuve documentaire de famille juive vivant à Graz. Les Juifs avaient été expulsés de Styrie en 1496 par ordre impérial et n'ont été officiellement autorisés à y revenir qu'au XIXe siècle, bien après la date en question. Au moment où Maria Anna a donné naissance à son enfant en 1837, il n'existait aucune trace légale de Juifs résidant dans ce lieu. Deuxièmement, il n'existe aucune preuve documentaire de l'existence d'un Léopold Frankenberger à Graz à cette époque. Aucun recensement, registre fiscal ni archive paroissiale ne vient étayer cette affirmation. En fait, la plupart des chercheurs autrichiens sérieux considèrent le récit de Hans Frank comme hautement suspect, peut-être le fruit de sa tentative désespérée de justifier son propre comportement collaborationniste après la chute du Troisième Reich. Troisièmement, même les historiens les plus critiques d'Hitler, comme Ian Kershaw et Joachim Fest, rejettent l'hypothèse comme étant sans fondement. Tous deux soutiennent que la lignée d'Hitler était, en termes ethniques, typiquement germano-autrichiens et catholiques, sans trace vérifiable d'ascendance juive. Alors d'où vient la persistance de cette théorie? Le complexe d'insécurité d'Hitler lui-même concernant sa généalogie. Dès le début de sa carrière politique, il s'est montré extrêmement sensible à toute enquête sur ses origines familiales. Il a personnellement commandé des enquêtes privées pour s'assurer que son ascendance aryenne germanique était irréprochable. De plus, des lacunes dans les actes de naissance, comme le fait que son père, Alois, était illégitime, ont fourni un terrain fertile aux spéculations. Dans un régime qui fondait sa légitimité sur la pureté raciale, toute ambiguïté sur les origines du chef suprême était potentiellement dévastatrice. Des efforts considérables ont donc été déployés pour renforcer l'image d'Hitler comme un « fils parfait de l'Allemagne », même si cela nécessitait d'omettre ou de réinterpréter des faits dérangeants. Certains historiens soulignent également qu'Hitler, dépourvu de liens familiaux solides, en raison de la mort de ses parents, de l'éloignement de ses frères et sœurs et de son orphelinat émotionnel, était plus vulnérable à la construction d'une identité politique absolutiste fondée sur un fantasme racial pour compenser l'incertitude personnelle. Enfin, nous ne pouvons ignorer que la persistance de la théorie du Hitler juif remplit une fonction psychologique. C'est une manière de réconcilier l'inconcevable. Penser que le plus grand coupable d'antisémitisme ait pu avoir du sang juif offre pour beaucoup une sorte de justice poétique ou une explication symbolique à la monstruosité de ces crimes. Cependant, l'histoire, implacable dans sa rigueur, montre qu'une contradiction biologique n'est pas nécessaire pour expliquer la haine. Les grands crimes de l'humanité ne nécessitent pas de paradoxes génétiques, mais plutôt des structures sociales, des idéologies destructrices et des décisions humaines conscientes. En conclusion, les historiens sérieux s'accordent à dire qu'il n'existe aucune preuve permettant de soutenir l'hypothèse d'une origine juive dans la généalogie d'Hitler. Le mythe persiste comme un reflet de notre besoin de comprendre l'incompréhensible, mais les faits, dans ce cas, sont clairs. L'horreur du nazisme ne nécessite pas d'autre explication que la brutalité humaine elle-même. L'épilogue d'Hitler, de l'Allemagne à l'Amérique. L'histoire de la famille Hitler ne s'est pas terminée avec la chute du Troisième Reich. Alors qu'Adolf Hitler et son entourage se désintégraient dans les ruines du bunker de Berlin, ses plus proches parents survivaient, dispersés à travers un monde qui ne serait plus jamais le même. Beaucoup de Hill, accablés d'un nom de famille maudit, se sont lancés sur les chemins de l'exil, de l'anonymat et, dans certains cas, de la réinvention complète. Paula Hitler, la seule sœur biologique d'Adolf, a vécu une existence sombre après la guerre. Après sa capture et sa libération par les forces alliées, elle s'installe sous le pseudonyme de Paula Wolf dans une petite ville de Bavière. Malgré le poids de son nom de famille, Paula se tient à l'écart de toute activité politique. Elle a travaillé par intermittence comme secrétaire et employée de bureau, survivant modestement grâce à l'aide d'amis fidèles. Il meurt en 1960, seul, sans descendance ni fortune. Sa tombe est discrète, sans épitaphe grandiloquente, comme si même dans la mort elle avait voulu effacer toute trace la reliant au nom de famille qui avait marqué sa vie de manière si définitive. Le demi-frère d'Adolf, Alois Hitler Jr. Zrenia adoptait le nom de famille Hiller après la guerre pour éviter les représailles.
Il vécut à Hambourg, vivant discrètement jusqu'à sa mort en 1956. Alois Jr. n'a pas laissé un grand héritage. Leurs enfants, en revanche, seraient ceux qui porteraient l'ombre lourde de la lignée. William Patrick Hitler, comme nous l'avons vu, avait émigré aux États-Unis avant le déclenchement de la guerre. Après avoir combattu héroïquement contre le régime nazi dans la marine américaine et avoir reçu le Purple Heart, William a réalisé que son nom de famille était un obstacle insurmontable dans la société américaine d'après-guerre. Il décide alors de changer légalement son nom en William Patrick Stuart Houston. Il s'installe à Patchogue, une petite ville de Long Island, New York, où il ouvre un modeste laboratoire d'analyse médicale. Il épousa une Allemande, Phyllis, et eut 4 fils, Alexander, Louis, Howard et Brian. Tout au long de sa vie, William a évité toute exposition publique. Il a refusé les interviews, les contrats de publication et toute tentative d'exploiter son histoire familiale. Il voulait protéger ses enfants du fardeau du nom de famille et empêcher que sa famille soit associée à la figure d'Adolf Hitler. Il est décédé en 1987, à l'âge de 76 ans, après une vie d'anonymat conscient et délibéré. Des 4 enfants de William Patrick, aucun n'a eu de descendance. Ce fait a alimenté l'une des rumeurs les plus persistantes entourant la vie ultérieure d'Hitler, le soi-disant « pacte de silence ». Selon diverses sources, les enfants de William auraient accepté de ne pas avoir d'enfants pour garantir que la lignée d'Adolf Hitler serait définitivement éteinte, bien que cela n'ait jamais été confirmé publiquement. Étant donné que les Stuart Houston ont gardé un silence médiatique strict, la réalité est qu'à ce jour, il n'existe aucun descendant direct d'Adolf Hitler ou de sa famille d'immédiate. Alexander Stuart Houston, le plus connu des frères, vit actuellement à New York, menant une vie complètement éloignée de toute exposition publique. Ce pacte, s'il a réellement existé, représente une décision symbolique puissante, le renoncement conscient à perpétuer une lignée contaminée par l'histoire, une forme de rédemption silencieuse face aux horreurs du passé. Elfriede Robal, la plus jeune fille d'Angela Hitler, a également choisi l'anonymat après la guerre. Il a vécu discrètement en Allemagne, loin des regards publics, jusqu'à sa mort en 1993. Son fils, dont on sait très peu de choses, est toujours en vie, même si son identité reste soigneusement protégée. Pendant ce temps, d'autres parents éloignés ont simplement dilué leur lien avec le nom de famille, changeant de nom ou adoptant de nouvelles identités dans différentes parties de l'Europe. La chute du Troisième Reich n'a pas seulement signifié la fin d'un régime politique. Cela signifiait aussi la désintégration totale d'une famille, dont les branches, autrefois unies par le sang, étaient dispersées à jamais, marquées par l'infamie, la peur et le poids insupportable du souvenir. Aujourd'hui, plus de 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nom de famille Hitler a presque complètement disparu du monde. Il n'existe plus aucune lignée qui revendique ce nom, ni aucune descendance qui cherche à le perpétuer. Il ne reste que des échos d'une histoire qui ébranle encore la conscience humaine. Les derniers secrets du bunker. La scène finale de la vie d'Adolf Hitler ne s'est pas déroulée sur un champ de bataille majestueux ou dans une salle d'audience. Cela se passait dans les entrailles sombres de Berlin, dans un bunker souterrain, tandis que le monde qu'il avait construit à coups de sang et de feu s'effondrait irrémédiablement autour de lui. Le Führerbunker, situé à environ 8 mètres sous terre derrière la chancellerie du Reich, était le dernier refuge du dictateur et de son entourage le plus proche. Avec des murs en béton armés de plus de 4 mètres d'épaisseur, il a été conçu comme un abri d'urgence. Mais dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, il est devenu une tombe précoce. En avril 1945, Berlin était en ruine. Les bombardements alliés et l'offensive soviétique ont transformé la ville en un enfer de feu et de décombres. Cependant, à l'intérieur du bunker, la réalité semblait alterner entre résignation, désespoir et déni pathologique. Hitler, dont la santé se détériorait physiquement, avec des tremblements dans la main gauche et une santé gravement affectée par les médicaments et le stress, maintenait une routine presque théâtrale. Brèves réunions militaires, dictées de documents inutiles, repas frugaux et longues promenades dans les couloirs gris. Autour de lui, son entourage s'efforçait de maintenir une normalité déjà impossible. Eva Braun, sa fidèle compagne, organisait de petites fêtes, fumait, ce qu'Hitler détestait, et essayait d'injecter une joie artificielle dans l'atmosphère, consciente que la fin était inévitable.
Il y avait aussi Joseph et Magda Goebbels, le ministre de la propagande nazie, et sa femme, qui avaient amené leurs 6 jeunes enfants au bunker, dans un acte de loyauté fanatique qui allait culminer dans l'une des scènes les plus macabres de l'histoire moderne. Le soir du 29 avril 1945, lors d'une petite cérémonie dans le bunker, Adolf Hitler et Eva Braun se sont mariés. L'événement fut bref, sombre et dénué de toute trace de véritable célébration. Le juge qui a célébré le mariage, Walter Wagner, a rappelé plus tard qu'Hitler avait l'air maigre et distant. Ils ont signé les documents juridiques en présence de Joseph Goebbels et de Martin Bormann comme témoins. Cette même nuit, Hitler dicta son testament politique dans lequel il désignait Karl Dönitz comme son successeur à la présidence du Reich et condamnait amèrement les traîtres tels que Heinrich Himmler et Hermann Göring qui avaient tenté de négocier la reddition avec les Alliés dans son dos. Dans son testament privé, Hitler a reconnu son mariage avec Eva et a demandé que tous deux soient incinérés après sa mort pour éviter que leurs corps ne soient exposés comme des trophées. Le matin du 30 avril 1945, Hitler et Eva Braun prirent le petit déjeuner ensemble. Peu après le déjeuner, ils ont dit au revoir à leur entourage le plus proche. Dans une petite pièce privée du bunker, Hitler s'est tiré une balle dans la tête tandis qu'Eva Braun avalait une capsule de cyanure. Lorsque leurs corps furent retrouvés, les assistants, suivant les instructions préalables d'Hitler, emmenèrent les corps dans le jardin de la chancellerie, les arrosèrent d'essence et y mirent le feu. Tandis que les flammes consumaient les restes des jeunes mariés, l'armée rouge avançait inexorablement sur les ruines de Berlin. Après le suicide d'Hitler et d'Eva Braun, le chaos s'est emparé du bunker. Joseph et Magda Goebbels, incapables d'imaginer un monde sans le Führer, décidèrent de mettre fin à la vie de leurs 6 enfants en les empoisonnant pendant leur sommeil. Puis ils se sont tous deux suicidés, Magda en s'empoisonnant, Joseph en se tirant une balle. D'autres membres du personnel ont tenté de s'échapper, mais peu d'entre eux y sont parvenus. Beaucoup d'entre eux furent capturés par les soviétiques qui les interrogèrent longuement sur les derniers jours du Troisième Reich. Martin Bormann, le puissant secrétaire privé d'Hitler, est mort en tentant de fuir Berlin, bien que son corps ne soit identifié que des décennies plus tard. Pendant des années après la guerre, des rumeurs persistantes circulaient selon lesquelles Hitler s'était échappé du bunker et avait fui en Amérique du Sud. L'absence de preuves photographiques immédiates et le début de la guerre froide ont alimenté toutes sortes de théories du complot. Des enquêtes ultérieures, tant soviétiques qu'occidentales, ont confirmé de manière concluante qu'Hitler était mort dans le bunker de Berlin. Le crâne et d'autres restes retrouvés par les soviétiques, ainsi que les témoignages directs des survivants, ont réfuté les fantasmes de leur évasion. Il n'y a pas eu d'évasion héroïque. Il n'y a pas eu d'exil caché, seulement la mort, les cendres et la ruine, sous les ruines de son empire déchu. La fin d'Hitler n'a été ni grandiose ni épique. C'était pathétique et brutal, enfermé sous terre, accompagné du rugissement des bombardements et de l'effondrement de tout ce pourquoi il s'était battu. C'était une fin appropriée à une vie fondée sur le mensonge, la haine et la destruction. Dans le silence humide du bunker de Berlin, sous la ville en ruine au-dessus d'eux, une époque d'horreur qui allait changer le cours de l'histoire à jamais s'est terminée. L'héritage incontournable, réflexion finale. Le nom d'Hitler ne s'est pas dissous dans les flammes qui ont consumé son corps le 30 avril 1945. Il n'a pas non plus disparu avec la capitulation allemande ou avec les procès de Nuremberg. Contrairement à tant d'autres acteurs de l'histoire, son ombre s'est étendue au-delà de son époque, contaminant les générations futures et persistant comme symbole du mal absolu. L'héritage d'Adolf Hitler est l'un des plus lourds que l'humanité ait jamais eu à porter, non pas parce qu'il mérite une quelconque glorification, mais parce que sa mémoire agit comme un rappel brutal de jusqu'où la condition humaine peut aller lorsque la haine, l'intolérance et la soif de pouvoir ne rencontrent aucune barrière éthique ou morale. Analyser l'héritage d'Hitler nécessite d'aller au-delà de l'homme lui-même. Il ne suffit pas de le voir comme un monstre isolé. Hitler était le symptôme d'une époque. Une Europe déchirée par la Première Guerre mondiale, humiliée, appauvrie et cherchant désespérément la rédemption. L'ascension d'Hitler n'était pas un tour de magie. C'était le résultat de crises économiques, de ressentiments nationaux, de manipulations politiques et d'une profonde crise des valeurs dans la société occidentale.
C'était le produit d'un contexte historique qui a permis à une figure charismatique mais destructrice de capitaliser sur la peur, la haine et l'espoir des masses. Son héritage est donc double. Il est un témoignage de l'horreur qu'un seul homme peut provoquer, mais aussi un miroir dans lequel toutes les sociétés doivent se regarder pour reconnaître leur plus sombre vulnérabilité. Les membres survivants de sa famille ont, pour la plupart, essayé d'effacer le nom d'Hitler de leur vie. Ils ont changé de nom, se sont cachés, ont vécu dans l'anonymat. Certains, comme William Patrick Hitler, ont activement lutté contre le régime de leur propre oncle. D'autres ont tout simplement disparu de l'histoire, préférant l'oubli à la honte. Le nom de famille Hitler, autrefois destiné à évoquer un nom fort, autoritaire et germanique, est devenu un synonyme universel de mal. C'est un nom qui n'a presque plus de porteur dans le monde d'aujourd'hui. Un nom de famille volontairement éteint par ceux qui, même sans faute de leur part, ne voulaient pas perpétuer son héritage d'horreur. Ce phénomène, celui d'une famille entière disparaissant par choix ou par nécessité, n'a presque aucun parallèle dans l'histoire moderne. Il parle de l'immensité du traumatisme collectif laissé par le nazisme. Au fil du temps, un autre phénomène inquiétant est apparu, la banalisation du mal. Au fil des années, le nom d'Hitler a commencé à apparaître dans des films, des séries, des parodies et des mèmes Internet. Il est devenu dans certains contextes une figure presque caricaturale, ce qui, s'il peut s'agir d'une forme de désarmement symbolique de l'horreur, risque aussi de la banaliser. Réduire Hitler à une plaisanterie ou à une mauvaise plaisanterie est dangereux, parce qu'il oublie la vraie douleur, les vies écourtées, les millions de morts victimes des idées que cet homme incarnait. La mémoire historique exige que le nom d'Hitler ne soit pas utilisé à la légère, que cela soit considéré non seulement comme un symbole, mais aussi comme un avertissement. Dans l'Allemagne moderne, la mémoire du Troisième Reich fait l'objet d'un travail de mémoire critique permanent. Les monuments, les musées, les documents et les lois contre l'apologie du nazisme visent à empêcher que l'horreur ne se reproduise. Le nom d'Hitler et ce qu'il représente sont enseignés dans les écoles non pas comme une figure de grandeur, mais comme un cas limite de corruption morale et de catastrophe civilisationnelle. L'Allemagne, peut-être plus que toute autre nation, a fait du souvenir un instrument d'éducation civique. Le monde dans son ensemble est confronté au défi de ne pas oublier. Non pas parce qu'il existe un risque de voir surgir un nouvel Hitler identique, l'histoire ne se répète jamais littéralement, mais parce que les conditions qui l'ont rendu possible, la haine, le fanatisme, la manipulation de masse, continuent d'exister sous des formes différentes. Aujourd'hui, plus de 8 décennies après sa mort, Hitler reste le visage du mal. Il ne s'agit pas d'un mal mystique ou surnaturel, mais d'un mal tangible, humain, né de décisions, de peur et de haine quotidiennes. Sa figure persiste dans les livres, les documentaires et les recherches historiques. Son esprit, son environnement, ses décisions sont analysées comme une tentative perpétuelle de comprendre ce qui semble souvent incompréhensible. Comment la civilisation moderne a-t-elle pu tomber si bas? Et la réponse n'est jamais simple, parce qu'Hitler n'était pas un fou isolé, c'était un produit de son époque, un catalyseur pour des forces obscures qui étaient déjà latentes. L'histoire d'Hitler et de sa famille, l'effondrement du nom de famille, le sacrifice silencieux de ses descendants, l'extinction de sa lignée, tout cela constitue un témoignage tragique qui ne doit pas être oublié. Sa vie et sa mort ne doivent pas être commémorés par fascination morbide, mais comme une leçon permanente. La civilisation, la démocratie, la dignité humaine ne sont pas des états naturels. Ce sont des conquêtes fragiles qui nécessitent une défense constante. L'ombre d'Hitler nous rappelle que l'histoire ne garantit pas un chemin de progrès. Et cette vigilance morale, cette compassion et cette mémoire sont les seules armes dont nous disposons pour empêcher les fantômes du passé de marcher à nouveau parmi nous.